Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Au sommaire de cette émission aujourd'hui avec Duke Menongo dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Aujourd'hui, nous allons donc parler du conte et pour ce faire, nous irons du côté de Tio grâce à la caméra de Maralurde. Ensuite, nous irons à Vaud. Là-bas, nous assisterons à l'inauguration de la CAFED, une structure qui accueille les femmes qui ont subi des violences. Mais cette structure peut accueillir aussi des familles. On en parle avec Anna Chiron dans notre rubrique On s'occupe de vous. Et enfin, vous êtes nombreux, je parle des écoles, à fêter la fin de l'année. Et pour ce faire, nous irons donc à la tribu de Tieti dans la commune de Poindimi. Là-bas, nous assisterons à la fête de fin d'année de cette école. On en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job et éducation. Mais avant cela, retrouvons notre invité du jour. Alors, je reçois de nouveau Walai Mana, donc président du Juvena. Au début de l'année, je vous avais reçu pour parler un peu du Juvena en général et de son historique. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler du lancement du site justement du Juvena. Alors, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Et bonjour. Merci beaucoup, Élise, de m'avoir invité de nouveau. Et puis, je profite de l'occasion pour dire à tous les spectateurs et puis au niveau des élèves le lancement du site du Juvena. Donc l'intitulé c'est juvena.nc. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y aura sur ce site? Qu'est-ce que les étudiants ou les parents par exemple pourront découvrir sur ce site? Donc sur ce site on trouvera de presque tout ce qu'on développe au niveau du Juvena. Il y a l'historique, il y a aussi des rubriques des répétiteurs. Il y a les inscriptions qu'ils peuvent décharger sur ce site-là pour que les élèves des collèges puissent s'inscrire directement au niveau du Juvena. Donc il y a aussi les sponsors, Oui. il y a un peu de tout. Alors, si tu veux, c'est un lancement de ce site. D'accord. Alors, donc, c'est une occasion quand même de rappeler l'historique un peu du Juvena, dans quel cadre il a été créé, les objectifs. On sait que c'est pour justement former des cadres et surtout les prendre en main. Et c'est aussi l'occasion de parler des répétiteurs qui viennent de Voilà. Donc, maintenant, il y a 23 ans, jour pour jour, que le Juvena a été créé par M. Elipo Agoun et M. Le Bouteux. Donc, c'est dans le cadre du rééquilibrage. Et puis, c'est parti d'un constat. Donc, comme beaucoup d'associations, on part des constats. Donc, on a constaté, à l'époque, que beaucoup de nos jeunes de l'intérieur et des îles ont des capacités. Et sans un soutien pédagogique et matériel, ils ne peuvent pas aboutir à leur objectif scolaire. Donc, c'est pour ça que M. Le Bouteux et surtout M. Elipo Agoun a créé cette association, le Juvena. Alors, comment est la situation du Juvena chaque année? Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves font appel au Juvena? Oui. Beaucoup de parents plutôt? Il y a beaucoup de parents et beaucoup d'élèves qui font appel au Juvena. Donc récemment, on a fait le jury de sélection pour l'année prochaine. On a eu 23 établissements qui nous ont sollicités de l'intérieur et des îles. Donc ce sont des collèges de l'intérieur des îles, aussi bien privés que publics. Et malheureusement, on n'avait que 22 places. D'accord. Donc 11 filles et 11 garçons. Alors pour cette année, est-ce que vous êtes satisfait? On dit 100% de réussite, donc c'est une bonne nouvelle pour le Juvena, 100% de réussite pour le bac. Oui, c'est une bonne nouvelle de ces résultats au niveau du bac. Donc chaque année, on enregistre des résultats très satisfaisants. Donc en général, j'ai fait une moyenne depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Donc on se situe à 83% de réussite. Donc cette année, on avait présenté 14 élèves. Oui. Donc ces 14 élèves ont eu le bac. Donc 12 ont suivi la filière scientifique. Une élève la filière littéraire et une la filière ES. Donc économie sociale.
Donc ces filières-là ont été choisies en fonction des besoins que le pays a formulés. Selon les besoins du pays. Donc c'est un bilan assez positif quand on voit qu'il y a des mentions. Donc une mention très bien, 2 mentions bien, 3 assez bien. Vous êtes content, le Juvena? Oui, donc, oui. L'encadrement s'est bien passé finalement. Donc l'encadrement s'est bien passé, mais je voulais signaler que la mention très bien, ce sont des moyennes supérieures à 16. D'accord. Quand même. Hein. Et puis les mentions bien, c'est entre 14 et 16. Et les mentions assez bien, c'est 12 et 14. Donc je pense que les élèves ont bien travaillé. Et puis le socle... Ils ont été rigoureux. Ils ont été très rigoureux au niveau du travail. Et puis au niveau du respect. Parce que oui. C'est vrai que c'est strict, c'est assez strict au niveau du Juvena. C'est assez strict au niveau de la vie. Du travail, des horaires d'entrée, de voilà. sortie. D'accord. Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est la suite, en fait, que deviennent ces bacheliers? Parce que c'est bien d'avoir le bac, maintenant, il faut continuer. Donc là, j'ai oublié tout à l'heure, mais sur le site, vous allez trouver aussi l'annuaire des anciens du Juvena. Donc cet annuaire-là, on a recensé à peu près plus de 300 élèves qui sont passés au niveau du Juvena. Et on a recensé une trentaine que vous trouverez dans notre site. Donc c'est vrai que c'est un petit goutte d'eau parmi dans le cadre du rééquilibrage et puis du Alors justement, vous parlez de une trentaine de personnes qui viennent du Juvena. Que deviennent-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils deviennent ce sont des cadres? Oui, ces jeunes occupent des fonctions de responsabilité, aussi bien dans le public que dans le privé. Donc c'est aussi un effort dans ce sens-là. Que le Juvena voulait apporter sa pierre dans la construction de ce pays. Donc c'est vrai que c'est un petit goutte d'eau, mais ça compte. Hein. Alors il y a des fédérations justement qui se créent, par exemple en France, des fédérations d'étudiants calédoniens. Est-ce que le Juvena pourrait permettre justement aux étudiants là qui réussissent, qui arrivent à travailler au sein de votre organisme, pouvoir aller en métropole et visiter, on va dire, ce genre de fédération qui aide les étudiants à s'insérer au niveau de leurs études, au niveau de l'hébergement en métropole? D'accord. Si vous voulez, le Juvena s'arrête au bachelier. Ici, d'accord. S'arrête au bachelier. Et une fois qu'ils sont étudiants, ils ont acquis des capacités pour pouvoir faire des études supérieures. Et après, c'est à eux de se fédérer ou d'aller dans les associations. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'associations en France d'étudiants calédoniens. Alors, une fois justement cette réussite, quel est le projet du Juvena qui attend les futurs étudiants? Là, il y aura encore une sélection pour 2015. Comment ça va se passer? Comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a déjà une sélection pour 2015. Donc, on sélectionne sur tous les territoires, sur tous les établissements secondaires du territoire. C'est vrai qu'on prend les meilleurs. Oui. Et puis, on peut rappeler d'une moyenne de combien, par exemple? Une moyenne de 14. Donc, une moyenne de 14. Et on ne prend pas moins de 14. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves qui travaillent bien, qui ont des moyennes plus de 14, mais on ne peut pas les prendre parce que faute de place. Voilà, du collège, du lycée et du collège, déjà au niveau de la classe de seconde, et puis quelques élèves du lycée en première et en terminale. Alors pour parler du bac en général, au-delà du Juvena, que pensez-vous des résultats de cette année? Donc à savoir que les résultats ne sont pas définitifs. On va dire que plus de 80% de réussite du premier coup. Quel est votre sentiment, vous, Juvena? Moi, je pense que c'est un très bon résultat et je tiens à féliciter tous ces lauréats qui ont pu... bon, c'est le fruit de leur travail. Donc mes félicitations à tous ces jeunes qui ont travaillé pendant toute l'année 2014 pour avoir ce... Et l'objectif, c'est d'avoir des cadres au pays. Voilà, l'objectif, c'est pouvoir passer le bac dans de très bonnes conditions et puis après poursuivre des études. Mais l'objectif, bien sûr, c'est le travail. Il faut après intégrer le pays pour occuper les postes de responsabilité. Alors, Monsieur Mana, on est à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux étudiants et aux parents qui nous écoutent? J'ai envie de leur dire qu'il faut continuer à travailler. Donc, je rappelle un petit peu le socle du Juvena, c'est le travail et puis le respect. Donc, le respect de soi-même et surtout respecter, parce que c'est la base de la réussite,
mais aussi il y a le travail. Vous avez envie de féliciter également vos répétiteurs qui ont beaucoup travaillé moi, aussi. Je trouve que les répétiteurs, donc chez nous, ce sont des vieux, ce sont des vieux retraités qui viennent de 2 associations. Donc chez nous, ces vieux-là, ils sont dans la case. Mais je voulais les remercier encore une fois parce qu'ils sont venus de métropole et ils sont venus apporter leur aide à nos élèves ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà, et donc, tout ça bénévolement. Voilà, donc Walay Mana, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina. Salut Élise et salut à tous. Donc, durant cette période de vacances scolaires, il faudra bien proposer des activités pour occuper nos enfants, n'est-ce pas Élise? Ils sont aérés. Voilà, tout ça, tout ce qui est proposé aux enfants. Donc justement du côté du centre d'art de Nouméa, il est proposé des activités, des ateliers culturels. Donc pour la période qui va du 18 décembre au 16 février 2015, il y a des activités gratuites qui sont mises en place. Donc voilà, je vous donne déjà le programme pour les 2 premières semaines. Il faut savoir que le 17 de 13h30 à 15h30, ensuite les 18, 19, 22 et 23 décembre, il y a des ateliers origami qui sont proposés aux enfants. Donc les origamis, c'est bien sûr l'art traditionnel japonais qui consiste à plier le papier de façon à ce que ça fasse des formes. Ça peut être des oiseaux, des fleurs, etc. Donc voilà, il est proposé ça aux enfants à partir de l'âge de 7 ans. Donc ceux qui souhaitent s'inscrire ou avoir des renseignements, ils peuvent appeler le 25 07 50. Il y a aussi un deuxième atelier qui est proposé là, c'est un atelier audiovisuel. Donc voilà, avec l'association Calciné, c'est un stage d'1 semaine. Et puis le thème, c'est de l'idée à la réalisation. Donc la première semaine, elle va du 5 au 9 janvier, mais ensuite ça se poursuit. Du 26 au 30 janvier, du 2 au 6 février, donc de 8h à 16h, là il faudra prévoir, les parents, il faudra prévoir à manger, le déjeuner pour vos enfants. Donc ce stage consiste à les amener à écrire et à réaliser un court-métrage. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça intéresse. C'est pour les 14-16 ans, donc voilà. Renseignements et inscriptions au 90 01 66. Voilà de quoi occuper les petits artistes. Et on poursuit avec coupure de courant électrique sur Païta. Oui, c'est ça. Donc, une coupure de courant électrique aura lieu sur la commune de Païta, plus précisément sur les lotissements Tiare Beach, Nakuta, Nater et les tribus de Ndé et Nanyoni. Donc, le jeudi 18 décembre de 7h30 à 14h30. L'objet de cette interruption de courant électrique, c'est le renforcement du réseau. Merci Élise. Voilà, et pour la suite, tu nous donnes quelques petites informations pratiques qui concernent le Cap Emploi en province Nord. Oui, alors c'est ça. Donc, il y a 2 informations à vous donner qui concernent donc le Centre d'action pour l'emploi en province Nord. La première concerne l'arrêt des permanences pour la période allant du 18 décembre 2014 au 16 janvier 2015. Et la deuxième information concerne la fermeture annuelle de l'agence de Koné pour la période allant du 24 décembre jusqu'au 3 janvier 2015. Et toujours dans les informations pratiques, on s'adresse cette fois-ci à la mission locale d'insertion des jeunes de la province Nord. Oui, c'est ça. Donc, la mission locale d'insertion des jeunes en province Nord qui informe que pour la période allant du 1er décembre 2014 et jusqu'au 1er février 2015, les permanences qui font tribu elles s'arrêtent. Donc, par conséquent, si vous avez besoin de rencontrer un conseiller, il faudra aller directement auprès de l'une des 6 antennes, Donc il y en a une à Pointe-Jimmy, une à Kanala, une à Koumak, il y en a aussi une à Wailou, une à Koné et une à Wegwa. Donc voilà, n'hésitez pas. Sachez que les permanences reprendront normalement à partir du 2 février 2015 et puis que le calendrier sera de toute façon communiqué auprès de ces antennes. Voilà, et pour terminer cet agenda, on va à Yingen pour une invitation donc en cette période de Noël. Oui, c'est ça Élise, direction Yingen pour l'opération marché de Noël et vide-grenier. Donc c'est organisé par le service communal d'animation de Yingen et vous pouvez donc les joindre si vous désirez vous inscrire notamment pour le vide-grenier au 42 81 44. Alors cette journée aura lieu le samedi 20 décembre de 8h à 15h. Encore une fois, comme le disait Élise tout à l'heure,
une bonne occasion de trouver un cadeau qui vous manque, pourquoi pas. Voilà, merci. Joyeux Noël à tous. Bon, on n'est pas encore le 24, mais bon, c'est toujours une occasion de... On est le mois de décembre, donc il faut leur souhaiter à tous et puis à toi aussi un joyeux Noël. Merci. Merci Élise et au revoir tout le monde. Alors, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke. Alors aujourd'hui dans notre rubrique C'est bien de chez nous, on parle du conte. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors Élise, un conte c'est quoi? Alors un conte se définit comme étant un récit de faits, on va dire, de faits imaginaires. Alors souvent un conte relate les aventures d'un personnage ou d'un groupe de personnages qui sont eux aussi imaginaires. Oui. Mais Élise, on va dire que si on se base sur cette définition-là, on peut dire que l'art de conter une histoire, l'art de partager une histoire ici en Océanie, c'est un art qui est tout récent. Parce que, je dis ça parce que dans les histoires que nos anciens nous content, que nos anciens nous ont transmises, il y a une grosse part, une énorme part de vérité. Du coup, le côté imaginaire, il reste très restreint. Voilà, donc l'art de conter n'est pas donné à tout le monde. Je veux dire que l'on ne s'improvise pas conteur ou comtesse du jour au lendemain. Même chez certaines personnes, on a des aptitudes innées par le conte. Donc ici en Calédonie, il y a des personnes que je pense, maintenant là, c'est Gilbertin, originaire de Yingen. Il y a aussi Jacob Wayo, donc, qui a ouvert à Yaï quand ils commencent à raconter leurs histoires. On a envie de les entendre jusqu'à la fin, tellement... c'est inné chez eux, ils ont la puissance de raconter toutes ces histoires et ces légendes. C'est vrai qu'ils ont des aptitudes innées, là, comme tu dis, mais ça reste néanmoins un exercice difficile. Oui. Et ces gens-là, avec le temps, ils ont maintenant des techniques. Ils savent, par exemple, pour être conteur, le plus gros du travail pour commencer, c'est de savoir capter l'attention de son audience. C'est ça, oui. Et puis pour ça, le conteur, il doit savoir utiliser une tonalité, un ton, une voix, même un accent, un accent adéquat. Même le vocabulaire doit être adapté à l'audience. On va pas utiliser les mêmes mots pour un enfant ou pour des adultes. Et puis voilà, à côté de ça, le conteur, c'est aussi un show un peu qui présente ou qui partage. Du coup, il y a toute la gestuelle, il y a les expressions dans son visage qui vont faire en sorte qu'il va pouvoir jouer un peu avec les sentiments. Parfois emmener à jouer le personnage carrément de l'histoire. C'est vrai. Du coup, voilà, il a toutes ces pas ses contraintes, mais toutes ces techniques-là qu'il doit mettre en place pour faire en sorte que le spectateur ou son audience soit complètement plongé dans l'univers de son conte, l'univers de l'histoire qu'il veut partager. Et aujourd'hui, donc, des conteurs viennent même proposer justement des ateliers où elles échangent leur technique, leur savoir, l'art justement de conter. Moi, je pense notamment, là, il y a eu les 10 ans de la médiathèque de Pointe-d'Imé, donc du Nord. Je pense notamment à le procès des bébés lecteurs, qui fait que justement, ces dames-là, ou les personnes qui sont chargées d'aller raconter des histoires aux enfants le font avec... ils arrivent à capter justement les enfants. Et les enfants, c'est difficile de pouvoir capter leur attention. Et voilà, ce système-là aide ces personnes-là. Je veux dire, voilà, ils exercent ça justement pour raconter leurs histoires. Et puis, comme on dit tout à l'heure, on parlait de inné, il y a des personnes qui sont innées pour faire ces choses-là. C'est vrai, tu parlais un peu des personnes qui œuvrent un peu dans les médiathèques. Et puis, ces conteurs, ces conteuses-là aussi, elles partagent un peu leur savoir avec les instituteurs, les institutrices, là, pour qu'ils eux-mêmes aussi soient capables de capter l'attention des enfants et puis leur raconter des histoires. En métropole, Élise, on va même jusqu'à former des conteurs. Je sais qu'en France, on a ce qu'on appelle là-bas le CLIO. Alors le CLIO, c'est le Centre contemporain de la littérature orale. Et dans ce centre-là, on forme des conteurs parce que les formateurs là-bas vont jusqu'à dire que être conteur aujourd'hui, c'est pratiquer un art, pratiquer un métier à part entière. C'est comme être humoriste ou chroniqueur. Du coup, il y a tout un apprentissage, toute une formation qui s'impose pour se dire être conteur, pour être capable de
conter une histoire, de partager une histoire à une audience. Et puis, voilà, j'ai une chose que tu as pu noter là, dans Clio, là, c'est qu'ils disent, ils parlent de la littérature orale. C'est un peu la petite oxymore un peu qui est utilisée. Là. Et puis, ça a fait tic dans ma tête là, quand j'ai lu cet oxymore-là, parce que c'était oxymore, parce que ça rend un peu hommage à nos vieux, là, parce que on a longtemps parlé de l'oralité, voilà, il n'y a rien qui est écrit. Nos traditions sont transmises oralement. Oui. Et puis voilà, ça leur fait honneur parce que nous on n'a pas cessé de le dire, quoi, que c'est un art à part entière. Mais là ils introduisent carrément le thème ou la notion de littérature orale. Du coup, voilà, c'est juste ça un fait petit, penser à nos vieux. Alors justement, on a chaque année un événement qui met en valeur l'art de conter, donc qui permet aussi de développer cet art que nous, Océaniens, pratiquons depuis des siècles, hein, par un souci de transmission de savoir donc ancien, comme tu le disais précédemment. Et là, aussi des conteurs du pays rencontrent plutôt des confrères venus des 4 coins du pays, justement pour partager leurs histoires. C'est vrai que voilà, c'est pour eux, pour ces conteurs-là, pour ces artistes, c'est l'occasion de partager un peu leur technique et puis de juste partager autour de leur art, quoi. Et puis c'est justement là qu'une de nos collègues s'est rendue. Elle s'est rendue à un de ces festivals-là dédiés à l'art de conter. Et ça s'est déroulé dans la commune de Thio, c'est ça, la commune de Thio. Et puis voilà, notre collègue s'appelle Mara Lourde. Et puis je te propose de regarder son petit reportage. Je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce petit reportage signé donc Mara Lourde. À sa grande surprise, pour la première fois du repas, il ne restait que la moitié. Ah! Yaba était toute surprise. Elle s'est dit, sûrement que des rats ou des souris ont découvert ma cachette. Yaba, comme elle avait faim, elle a quand même mangé cette moitié de repas. Ensuite, elle a raconté des contes comme d'habitude à ses petits-enfants. La parole est tout. La parole peut tout. La parole peut te rendre heureux. La parole peut te rendre malheureux. La parole peut te rendre fou. La parole peut te guérir radicalement ou te tuer nettement. La parole embaume le cœur. La parole est divinement exacte. Nous devons être exacts avec elle. La langue qui fausse la parole empoisonne le sang de celui qui ment, disent les ancêtres. C'est le conte, comme universellement reconnu, qui se passe dans l'univers, dans le décor, dans la pensée et dans le paradigme intellectuel africain. C'est ça un conte africain. Le conte est un outil pédagogique d'éducation, de transmission, de savoir, de connaissances, de valeurs. C'est l'Afrique depuis l'Antiquité, depuis nos humanités classiques, depuis sa première civilisation, la civilisation pharaonique. Le conte a toujours été l'outil par lequel la connaissance se transmet, par ce qu'on appelle l'initiation. Maintenant, nous sommes dans le monde moderne, on a essayé d'appeler ça lycée, école. Bon, oui, voilà, dans notre paradigme, c'est l'outil même par lequel l'initiation se fait, la transmission de connaissances. Au niveau des thèmes, c'est comme on a vu dans les 2 ou 3 contes que j'ai racontés tout à l'heure. Le premier avec cette grande mère suspicieuse, qui nous explique, c'est un conte étiologique comme on l'appelle, le conte des origines. L'origine de la ligne des mains. Pourquoi nous avons les lignes de la main? J'invite un scientifique rationaliste à m'expliquer ça. Non, il ne pourra pas. Il fera du blablabla intellectuel, stérile, il ne pourra pas l'expliquer de manière concrète. Seul le mythe, seul le conte qu'on appelle conte des origines, conte étiologique, nous permet. Parce que le mythe, c'est ce qu'on a appelé science dans l'Antiquité. En effet, avant 1984, c'est-à-dire il y a 30 ans seulement,
Notre pays s'appelait la Haute-Volta. La parole qui est tout, qui peut tout, pour mieux se déployer, a besoin d'être accompagné de vibrations. Par exemple, ça c'est une vibration. Vibration, c'est le rôle de ces instruments qui sont là pour accompagner et renforcer la puissance de la parole. Moi, quand j'étais gamin comme eux, ça jouait ce rôle-là. Nous n'avions pas la télé, même si le Burkina Faso a été le premier pays d'Afrique francophone à avoir la radio-télévision voltaïque et burkinabé aujourd'hui, en 1959. D'ailleurs, cet outil va être utilisé pour promouvoir de manière adaptée le conte. Quand j'étais tout petit, j'ai découvert les contes comme tous les enfants de mon âge au village, avec ma grand-mère quand j'allais passer les 3 mois et demi de vacances, de grandes vacances. Et on nous racontait des contes tous les soirs, comme la grand-mère, Yaba, comme je racontais dans le premier conte. Et c'est comme ça que on devient conteur. Mais tu es complètement étourdi, toi. Et le crocodile fait un grand demi-tour. Et il s'est mis à nager. Le conteur professionnel, c'est-à-dire celui qui est né pour ça, donc c'est la fonction sociale, donc c'est le métier social. On l'appelle le maître de la parole. C'est la vraie définition du conteur. Burkina patron zera bemiye, Burkina yali yalka Burkina ye, Burkina kidameti Burkina dodonwa, Burkina dik da nyoron kontenga. Alors moi je viens de Lifou et je suis heureux, content d'être ici parmi vous, de partager quelques paroles avec vous. Un conte canal, c'est la transmission du savoir-vivre de nos ancêtres avant, mais de leur manière de décrire. Et c'est à nous, c'est aux générations de découvrir comment, parce qu'avant, les personnes, les clans, ils s'échangeaient beaucoup entre eux. Ceux de la Grande Terre, ceux des îles. Et c'est justement dans ces échanges-là qu'on transcrit comment ils l'ont vécu, comment ils ont vécu ceci. Et c'est cette manière-là. Le conte canal, c'est juste la description et la création, comment ce clan-là, il est arrivé là, comment on a un lien avec ce clan-là, comment cet homme-là, pourquoi la fille du grand chef est allée là-bas. C'est comme ça, c'est un peu ça. Dans cette tribu de Inagod, il y avait une case. Et dans cette case vivait une grand-mère avec sa petite fille. Et un matin, la petite fille, elle se réveille un peu plus tôt, elle va chercher du bois, elle arrive, elle va là-bas, et puis, mais quand elle va chercher du bois, elle voit à chaque fois ce lézard. Le conte, pour moi, il n'a pas d'âge. Le conte, tout dépend de la manière que l'on compte, parce qu'il y a plusieurs versions. Un conte, c'est pas... surtout le conte kanak, moi j'ai ma manière de compter. Il y a d'autres Kanaks qui vont raconter la même histoire, mais de sa manière, sa version à lui. Et après, ce qui va définir, c'est le public qui est en face. Si c'est les petits enfants, on peut changer la manière dont on raconte. Mais je dis le conte, c'est pour tout âge. Dans les thèmes qu'on retrouve souvent, c'est ça, c'est la création. On retrouve d'abord une action qui est déjà, dès le départ, qui est camouflée, je veux dire, qui est matérialisée par des objets d'une dispute ou d'une guerre qu'il y a eu.
mais qui après redeviennent pacifiques pour tout le monde. Aujourd'hui, on utilise un peu le sac parce qu'on dit que du sac sort les paroles. Mon histoire sort de ce sac. Et après, là, on fait le choix. Et là, on rentre en relation avec le public. Quelle histoire vous voulez? On peut mettre des accessoires à l'intérieur, hein, des objets pour bien définir le conte qu'on veut raconter. Voilà. C'est une place assez importante parce que c'est pas l'intermédiaire du conte qu'on transmet, justement, parce que nous, c'est la tradition orale. Et c'est dans le conte qu'on transmet nos savoirs et notre avenir juste aussi. Parce que maintenant, de notre temps, ça commence à disparaître. Et parce qu'on ne compte plus. On ne compte plus dans la case avec le feu qui est au milieu. Et de compter avec le feu, ça a une signification. Parce que le feu, il va faire de la fumée. Et c'est cette fumée qui va s'étaler autour de la case ou dans la case qui va justement faire dormir l'enfant qui écoute pour qu'il puisse le transmettre à lui, plus tard à son fils. Et ainsi de suite, de génération en génération. Par exemple, ici, en Calédonie, on est en train de vivre cela, et c'est très bien qu'on retourne dans nos cases pour écouter les contes, parce qu'à l'intérieur de ces contes, il y a toujours une moralité. Et cette moralité, c'est toujours pour se lier encore entre nous, mais pour réconforter, pour renouer, pour plus qu'on soit liés les uns les autres. Toute société confondue, hein, toute ethnie confondue. Le conte, il est universel. Oh, je vais donner à toi. Qui veut manger le poulpe? Voilà, très enrichissant, hein, ces échanges et ces prestations. On se rend compte que cette tradition de conter nous dévoile des points communs que l'on partage justement avec les autres peuples du monde. C'est vrai, Elise. Alors, pour te relancer là sur ces points communs, je pense notamment à la parole. C'est dans l'interview de Carlos, là, le conteur africain, il a souligné le fait que dans leur culture, la parole était très importante. Et puis, tu sais comme moi qu'ici au pays aussi, la parole est très importante. D'ailleurs, pour faire la promotion un peu de notre art ici, l'art de nos vieux. Là, dernièrement, on a eu la grande exposition qui a fait la une de tous les médias, l'art est une parole. Et voilà, tout ça pour dire qu'on ne cesse ici au pays de mettre en valeur l'importance de cette parole. Et puis, un petit exemple qu'on peut donner par rapport à cette importance-là, c'est qu'ici, on respecte beaucoup la parole des vieux. Oui. On sait qu'on la respecte, on la craint. On a coutume de dire que ici, la parole d'un vieux, elle peut être, le vieux, juste par sa parole, il peut soit te donner une bénédiction ou une malédiction. C'est ça, Elise. Alors, c'est pour ça qu'ici, les jeunes du pays... C'est important d'écouter les vieux. C'est vrai. C'est une chose qu'on oublie, qu'on a tendance un peu à oublier, surtout ici dans les grandes villes de la province sud. Ouais. On a tendance à oublier qu'il faut écouter le vieux parce que la parole du vieux... Il y a souvent des conséquences quand on n'écoute pas. C'est vrai, des conséquences quand on n'écoute pas, donc des conséquences mauvaises et puis conséquences bénéfiques pour ceux qui sont, pour chacun qui cherche la bénédiction. Quelque chose qui se fait beaucoup moins ici dans la grande ville, là, c'est par exemple juste aller chercher, je sais pas, aller faire un cours, des courses pour un vieux, ou peut-être nettoyer sa cour, ou couper un arbre, nettoyer un peu chez le vieux, l'aider à traverser la route. Juste ce genre de petits gestes là, le vieux ici, il va te donner une bonne parole qui va t'aider dans ton avenir, quoi. Du coup, voilà encore l'importance de la parole dans notre culture ici au pays. Et puis, autre chose que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que chez nous, par exemple, à Négoné, pour dire maman, on dit néné. Et papa, c'est tchatcha. Néné en Négoné, c'est la parole qui a du pouvoir, c'est le pouvoir. Et tchatcha, c'est la parole qui coupe. D'accord, donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Voilà encore une chose qui met en évidence
l'importance de la parole dans notre culture et c'est au pays, Élise. Merci Duke de nous avoir parlé du conte et puis surtout de l'importance de la parole chez nous au pays. Et puis c'est ta dernière chronique de l'année 2014 parce que jeudi, t'es pas avec nous, donc on va recevoir un invité pour commenter le reportage donc de jeudi sur la coutume kanak qui a eu lieu justement, l'exposition qui a eu lieu au Centre culturel Tjibaou. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos chers téléspectateurs qui ont été fidèles justement à ta chronique? Tout d'abord, je tiens à remercier les téléspectateurs de nous suivre et puis de toujours, ils sont tout le temps en train de nous encourager quand on les croise dans la rue, même maintenant sur les réseaux sociaux, ils sont là à nous envoyer des messages d'encouragement. On les remercie beaucoup parce que ce qu'on essaie de faire ici, c'est montrer que la télé NCTV, c'est vraiment la télé de proximité. La télé, c'est leur télé à eux. Du coup, je les remercie. Et puis, encore une fois, aux jeunes, au peuple ici du pays, faites attention encore sur les routes, en fin d'année, tout ça. C'est beaucoup de choses qui nous arrivent. Sur les routes, il y a l'alcool, la vitesse. Voilà, il faut rouler prudemment. Et puis, bravo encore aux bacheliers là, qui viennent d'obtenir leur diplôme. Et puis pour ceux qui n'ont pas réussi, ça n'est que partie remise. Il ne faut pas se décourager, on a le temps. On fera mieux l'année prochaine. Et puis comme c'est bien chez nous, c'est souvent la promotion de notre culture. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, il faut préserver notre culture parce qu'elle est importante. C'est ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Et puis rendez-vous l'année prochaine, ça sera... La parole, elle ne change pas, c'est la même. Merci Duke. Merci Élise et merci encore à vous à la maison. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Bonjour Anna, nous allons donc du côté de Vaud avec toi aujourd'hui, où a été récemment inauguré le CAFED, c'est ça, Oui, le centre d'accueil des femmes en difficulté. Bonjour Élise et bonjour à tous, oui c'est bien le CAFED. Alors c'est un projet en fait qui date depuis les années 1990 quand même. Donc voilà, enfin, il voit le jour, elle a été inaugurée, ça s'est concrétisé, pardon. Et justement, pour la symbolique, ça a été inauguré le jour de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, tout un symbole. D'accord, alors qui est à l'origine de ce projet? Alors, c'était l'association des femmes de Vaud, au départ, qui souhaitait... qu'on crée une telle structure et voilà, enfin c'est fait. Alors cela permet justement d'accueillir des femmes en situation de détresse. Elles peuvent se poser dans un lieu neutre et chercher justement des solutions à leurs problèmes. Oui, le centre, il peut accueillir 3 femmes avec ou sans enfants. Et le CAFED, en fait, il vient compléter une offre qui existe déjà avec la Maison Kabar qui se trouve à Pointe-Dimier. Maison Kabar qui peut accueillir, elle, 5 femmes. Alors, ça fait 8 places au total. Est-ce que c'est suffisant? Alors, c'est vrai que 8 places, c'est peu, mais on peut dire que ça fait beaucoup aussi puisque le CAFED et la Maison Kabar sont des centres d'urgence. D'accord. Alors, ce sont les femmes de Vaud qui gèrent le centre. Pour être plus précise, Élise, en fait, c'est la mission de la femme de la province Nord qui est chargée de gérer la structure, donc du CAFED. Et il y a sur place 3 personnes donc, qui sont là au quotidien, soit pour l'accueil et l'administratif et en tant que travailleurs sociaux aussi pour tout ce qui est accompagnement et suivi avec les personnes. En tout cas, cette maison est la bienvenue car hélas en Nouvelle-Calédonie, les violences envers les femmes est une réalité trop fréquente. On va dire que si des hommes sont battus, ça on ne le cache pas également. Donc on en parlait justement avec toi récemment à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Oui, c'est vrai, Élise. Et il faut rappeler que sur le territoire, il y a une femme sur 4 donc, qui est victime de violences ici en Nouvelle-Calédonie. Et rappeler aussi que violence, ce n'est pas que violence physique, ça peut être aussi une violence sexuelle, une violence psychologique ou même économique. Et donc tout le monde peut être touché, peu importe l'origine, la religion, la classe sociale, l'âge, ça concerne tout le monde. Alors, l'inauguration a eu lieu récemment, mais le centre était déjà opérationnel depuis quelques mois, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des femmes accueillies depuis sa mise en place? Oui, Élise, depuis le mois de juillet, date à laquelle a été accueillie la première personne, et bien depuis le mois de juillet, il y a eu 5 personnes qui se sont réfugiées, on peut dire ça comme ça, qui sont réfugiées
au sein du CAFED. Donc, pour contacter le CAFED, il y a donc un numéro d'urgence. Je donnerai tout à l'heure, où on peut appeler directement. Et puis les femmes peuvent être aussi orientées, hein, que ce soit par une assistante sociale ou par l'hôpital, par le dispensaire, ou aussi par les associations de femmes. Il y en a plusieurs en province nord. Donc voilà un peu par quel biais les femmes peuvent intégrer le CAFED. Et puis aussi par rapport aux associations, il faut préciser qu'à l'avenir, elles pourraient jouer un rôle plus important, surtout dans l'écoute et l'orientation des personnes qui sont en détresse. Alors, surtout qu'il existe de nombreuses associations de femmes ici au pays. Alors, Anna, si on regardait le reportage tourné à vous. Je t'accompagne à vous. En fait, c'est André Ravel qui s'est rendu là-bas pour nous. On va regarder son reportage. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Pour nous, pour les femmes de la province nord, pour les femmes du pays, mais aussi pour les femmes du monde entier. Le monde entier aujourd'hui fête, célèbre la journée internationale contre les violences faites à l'égard des femmes. Donc, c'est avec grand plaisir que je m'exprime ce matin pour dire que c'est bien, on a une structure, ça répond à une partie des problèmes de la violence. Et je suis heureuse parce que ce matin, j'ai entendu un de nos coutumiers dire que le travail va se poursuivre chez les coutumiers. Allez, vous comptez avec nous. 1, 2, 3. Voilà. Donc, ça y est, on peut applaudir. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. La condition féminine, c'est vrai que quand on a commencé à travailler avec les femmes en 1990, on s'est retrouvés à une assemblée générale à Unjo en décembre 90. À cette époque-là, les hommes, et en particulier les élus de la province nord, ne voyaient pas la nécessité de mettre en place un service destiné aux femmes. Donc les femmes se sont organisées autour de la mission de la femme en association. Elles se sont structurées partout dans le pays. À l'époque où il n'y avait pas de subvention, à l'époque où on parlait peu de la violence parce que c'était tabou, à l'époque où il n'y avait pas l'usine du Nord, il n'y avait pas la parité. Donc je dois dire qu'avec le recul, maintenant, quand je vois tout ce qui se passe, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en direction des femmes. Alors en ce qui concerne la violence, on a déjà suivi ce qui se faisait au Canada. Depuis quelques années, il y a eu des marches qui se sont faites dans le Nord par rapport à cela. Et maintenant, il y a la journée internationale qui est fêtée depuis quelques années. Donc nous, on s'associe évidemment aux femmes du monde entier pour dénoncer la problématique des violences. Nous allons continuer. Et ce qui est intéressant dans ce qui se passe actuellement, en tout cas dans la commune de Vaud, c'est que les coutumiers se sont exprimés sur la violence. Jusqu'à présent, ce n'était que des paroles. Là, ils vont agir, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer dans les tribus. Ils vont voir au plus près des chefs de tribus, des responsables coutumiers, pour que la problématique de la violence, en tout cas, diminue. Et ça, c'est une grande première pour nous. Alors cette maison des femmes aujourd'hui, quand nous inaugurons, elle participe largement au développement du territoire et notamment celui de la province nord parce qu'elle répond à un besoin, vraiment à une nécessité. Il s'agit du centre d'accueil pour les femmes en difficulté. C'est une des grandes préoccupations pour la province nord et pour les politiques publiques de la collectivité. Il y a un besoin, hélas, qui s'est fait sentir et qui nous a convaincus de pouvoir créer ce genre d'infrastructure pour pouvoir pallier à la détresse et au désarroi parfois dans lequel peuvent se retrouver nos femmes à la suite des violences qu'elles peuvent rencontrer à leur domicile ou dans leur environnement proche. Alors
la première vocation du CAFED, donc le centre d'accueil pour femmes en difficulté ici sur Temala. La première vocation, c'est accueillir les femmes, déjà les informer et dans un deuxième temps les orienter. Et elles font aussi vraiment les accueils d'urgence où elles travaillent avec les femmes. Et après, elle les dirige soit sur la maison d'enfants Antoinette Gabar ou dans le sud. Après, c'est suivant la problématique de la femme en difficulté. Actuellement, on a déjà 2 structures, la CAFED et la maison des femmes sur Pointe-Digné. On n'a que 8 places. Donc, on a besoin de plus de places, mais nous, notre objectif, c'est faire diminuer la violence quand même en province nord. Donc voilà. Donc une victime de violence conjugale peut être orientée par les assistantes sociales, enfin, les services sociaux qui sont basés en dispensaire, ou encore prendre contact avec la mission de la femme de par son réseau. Parce qu'on est là dans une mesure d'orientation qui peut se faire, enfin qui peut émaner soit du tissu associatif ou des réseaux associatifs liés à la mission de la femme, ou encore des professionnels œuvrant dans le social, tels que les assistantes sociales qui se trouvent en dispensaire, ou encore les travailleurs sociaux qui sont à l'aide sociale à l'enfance. Donc des orientations sont possibles à ce niveau-là. Généralement, les urgences nous sont orientées par les services de gendarmerie ou encore les dispensaires des communes, où ils contactent le numéro d'astreinte de la mission de la femme, ou encore, à une époque, le numéro d'astreinte de l'aide sociale à l'enfance, où le personnel qui est d'astreinte intervient auprès de ces professionnels-là pour proposer une orientation vers une structure, soit sur Pointe-Digné ou soit sur Temala, ici au CAFED. Bien, de cette journée, on peut retenir un aspect du cheminement qui a été progressif en matière de création institutionnelle, de prise en charge de ce public-là. Mais il est bien évident qu'on n'est qu'à un premier pas, un premier palier de la prise en charge et que tout reste encore à développer. C'est pour cela que je précisais dans mon intervention que c'était un chantier qui nous attendait, un chantier permanent, jour le jour, 24 heures sur 24, parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où on entend parler d'une victime, c'est toujours une victime de trop. Et il faut vraiment que cela cesse. Et pour moi, je retiendrai de cette journée-là une continuité du travail de fond qui a été mis en place par la mission de la femme et les services sociaux provinciaux. Le 25 novembre est marqué du ruban blanc que j'arbore aujourd'hui, qui est la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est aussi la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'on ne lutte pas juste pour lutter, mais on a le but, on a l'objectif de les éliminer, de faire en sorte que la violence faite aux femmes soit un mauvais souvenir. Voilà, donc c'était une journée bien sympathique, n'est-ce pas Anna? Et on ne peut que saluer le travail effectué par toutes ces femmes pour que ce centre voie le jour. Voilà, un grand pas a été fait, mais il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, n'est-ce pas Anna? Alors, est-ce qu'il y a des projets d'autres structures de ce type dans d'autres communes? Alors Élise, la mission de la femme travaille sur la création d'un réseau de familles d'accueil. On en parlait tout à l'heure par rapport aux nombreuses associations qui existent dans le Nord. Alors le souhait de Gisèle Audaré, qui est donc la responsable de la mission de la femme, ça serait une famille d'accueil donc par commune de la province Nord. Alors elle souhaite aussi, Gisèle, que ce réseau soit effectif dès la mi-2015. Voilà, donc on peut lancer déjà un appel donc à toute la population de la province Nord pour faire partie de ce réseau de familles d'accueil. Alors des contacts, Anna, à nous transmettre? Oui, Élise, comme toujours. Alors d'abord, les horaires d'ouverture du centre d'accueil de Vaud, qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et l'après-midi de 13h à 16h. Un numéro, le 42 79 89.
Et puis, je parlais tout à l'heure d'un numéro d'urgence. En fait, c'est un numéro d'astreinte qui est joignable jusqu'à 22 heures, 7 jours sur 7. Alors, c'est le 71 72 96. Et il y a aussi des autres associations qu'on peut joindre. L'association Femmes et Violences Conjugales, dont on parle assez souvent, que vous pouvez joindre au 26 26 22. Et puis SOS Violences Sexuelles également. Eux, ils ont un numéro vert, le 05 11 11. Et on peut aussi les joindre au 25 00 04. Et puis, on rappelle jamais assez le numéro de la gendarmerie, le 17. Donc, c'est gratuit, n'hésitez pas à les joindre. Et puis, un petit livret émis par la province Nord, Mission de la Femme, ça s'appelle le Guide de la Femme. Et à l'intérieur de ce petit livret, il y a tous les renseignements qu'on peut avoir besoin au quotidien, que ce soit pour le social, les associations, les prestations qu'on peut avoir. Enfin, c'est complet. Donc, on peut se le procurer dans les dispensaires, dans les mairies et au service de la Mission de la Femme. Alors, le dernier numéro que je vous communique, c'est celui justement de la Mission de la Femme, qui est le 47 73 36. Et cette fois, j'ai terminé avec les coordonnées et les contacts. Voilà, donc merci Anna pour toutes ces informations. Et puis, si on a l'occasion, on ira faire un tour à la CAFED, à vous. Voilà, pas hésiter. Merci, au revoir. Et moi, je vous dis à demain. On revient dans Côté Plante, comme d'habitude, on présente une plante, on parle de ses vertus, de son origine et comment elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie si elle n'est pas endémique. Et aujourd'hui, donc, on parle du datura, c'est ça? Datura, c'est ça. Donc le datura, c'est une... D'abord, il faut savoir qu'il existe deux espèces de datura. Celui que je tiens dans les mains, c'est datura qui pousse dans les décombres, dans les terres remuées, avec des fleurs dressées. Et puis des fruits épineux. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent la pomme épineuse ou la pomme à punaise. C'est une déformation. D'accord. Et puis l'autre datura, on le trouve dans les jardins ou aussi la variété sauvage qu'on trouve au bord des criques dans la Chaîne. C'est des arbrisseaux, des arbustes qui peuvent faire 3 mètres de haut et qui possèdent de très grandes fleurs pendantes. Souvent des fleurs blanches qui peuvent faire 25 cm de long. Et dans les jardins, il y a des variétés à fleurs jaunes, à fleurs saumon, roses, etc. Alors, si je peux la tenir, d'où vient cette plante, le datura? On dit le datura, voilà. Le datura est d'origine américaine et on le trouve dans le monde entier, aussi bien sous climat tempéré que tropical. Alors, comment elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie, cette plante? On n'a aucune référence là-dessus. Il est arrivé très tôt, au 19e siècle, et il colonise les tas de terre. En ce moment-là, il y en a pas mal sur Sainte-Marie. En venant ici, j'en ai ramassé un rameau pour vous le montrer aux téléspectateurs. Mais c'est ce qu'on appelle une plante rudérale, ça pousse sur les décombres. Et ce qu'on ne dit pas souvent sur cette plante, c'est qu'elle est dangereuse. Oui, elle est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 2 alcaloïdes qui sont redoutables. L'atropine, le pire. Est-ce qu'on peut expliquer d'abord ce que c'est une alcaloïde pour nos téléspectateurs? C'est un principe actif chimique. D'accord, chimique. Maintenant, aller dans le détail, c'est peut-être un petit peu trop compliqué. D'accord. Même pour moi d'ailleurs, parce que je ne suis pas chimiste. Mais disons que les alcaloïdes sont des molécules qui sont utilisées en pharmacologie, mais qui sont la plupart du temps dangereuses. Donc, alors il y a deux alcaloïdes principalement, il y a l'atropine et la scopolamine. Donc la scopolamine, elle détruit les neurones. D'accord. Les neurones, ce sont les cellules du cerveau. Et les gens qui se droguent avec le datura
en fait, ils se suicident à petit feu. D'accord, donc c'est interdit de consommer. C'est pas bon de consommer en fait. C'est Pas interdit, mais c'est pas bon. Il ne faut pas consommer déconseillé. le datura ni sous forme ni en fumée, ni en décoction, ni quoi que ce soit. Le datura, il est juste bon à regarder. D'accord. C'est tout. Donc c'est pour décorer. D'ailleurs, le datura, que ce soit l'espèce qui pousse sur les décombres que je tiens dans les mains ou celui qui pousse dans les jardins avec de grandes fleurs pendantes, ces deux espèces sont interdites. Elles sont officiellement interdites, y compris l'espèce ornementale. C'est bien ce qu'on appelle les clochettes, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui. Contrairement à ce que disait l'affreux Jojo il y a quelques mois de ça. D'accord. Oui. Ce sont deux espèces qui sont interdites officiellement sur le territoire. Alors, justement, pour ceux qui souhaitent, on va dire, décorer leur jardin avec cette plante-là... C'est interdit. C'est interdit? Oui, c'est interdit. D'accord. Oui. Donc son entretien... C'est tellement dangereux que les autorités ont décidé de l'interdire et ils ont très bien fait, d'ailleurs. Ouais. Donc il faut la détruire, quoi. Oui. Les gens qui se droguent avec ça... Qu'est-ce qu'ils risquent, en fait? Eh ben, je vous cite un exemple parmi 1000. Dans les années 90, un jeune couple s'est shooté au datura. Ils avaient un bébé. Ils ont pris le bébé, ils l'ont mis dans le four. Ils ont allumé le four et puis ils étaient pliés de rire en voyant le bébé se débattre et crier. Et puis, voilà, le genre de délire qu'entraîne le datura. C'est un peu les mêmes effets que le cannabis ou pas? C'est bien pire. C'est bien pire. C'est 1000 fois pire. D'accord. Donc moi je connais des exemples autour de moi de jeunes qui sont foutus. Quand on parle de drogue, ils font quoi? Ils fument le datura, ils sèchent le datura, ils le boivent? Consomment en tisane aussi. D'accord. Oui. Et les effets arrivent tout de suite après ou une heure après, 2 heures assez après? vite après, oui. Et au CHS de Nouville, il y a de nombreux jeunes qui sont shootés au datura. Qui sont là de manière quasi définitive et qui ne réagissent plus aux sensations extérieures. C'est ce qu'on appelle des zombies. D'accord. Des zombies sont indifférents et puis en fait c'est des... Mais c'est après avoir consommé une fois, 2 fois ou plusieurs fois qu'on devient... Plusieurs fois quand même, oui. Mais surtout, là c'est un message très important que j'adresse à toute la jeunesse du territoire. Surtout, n'essayez pas, même une fois. C'est vraiment une plante extrêmement dangereuse. C'est une plante qu'utilisaient les sorciers vaudous en Amérique centrale, mais de manière très précise. Il y a des recettes qui se sont perdues d'ailleurs, et les gens qui ont été drogués par ces sorciers devenaient des zombies. D'accord. Oui. Voilà, information importante concernant le datura. Et le fruit, est-ce qu'il est pareil, même effet Toute la plante est toxique dans tous ses organes, que ce soit les feuilles, les fleurs, les fruits et tout. D'accord. Oui. Alors, c'est tout ce qu'on avait sur le datura aujourd'hui? Autre chose à rajouter? Oui, il y a plein de trucs à dire, mais... Le message que je veux faire passer, c'est un message vraiment à faire passer aujourd'hui. C'est que on ne parle pas du datura dans la presse, ou très très peu. On parle surtout du cannabis. Mais moi, je sais que sur le territoire, beaucoup de jeunes font des mélanges. Ils font des petites cuisines et ils mélangent le cannabis et le datura. Et c'est des mélanges qui sont complètement explosifs et qui sont destructeurs. Voilà, peut-être un message aux autorités aussi également. Aux autorités aussi, peut-être de mieux communiquer sur le datura, parce que je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais on en parle très peu. Peut-être parce que c'est trop dangereux. Et c'est ce qu'on appelle de la protection passive, en fait. Moins on parle d'une chose qui est dangereuse, et moins on a tendance à l'utiliser. Mais bon, ça se discute. Et quand on fume une fois, on devient accro au cannabis, ou on peut l'arrêter au bout d'un certain temps? Je ne pense pas qu'on devienne accro si vite que ça, mais disons qu'il faut l'éviter.
D'accord. Oui, oui. Voilà, une présentation du datura aujourd'hui pour dire qu'il faut l'éviter. Attention, Mais- les jeunes, ne consommez pas cette plante, ça pourrait être dangereux pour la santé et pour Et vous-même. en plus, officiellement, je répète que c'est interdit. Voilà, et c'est interdit. Bernard Suprin, merci de nous avoir parlé de cette plante qui est assez dangereuse. Attention, les jeunes ne consommez pas cette plante. Merci Bernard Suprin. Merci Elise. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Merci de nous avoir suivis. Bonjour Marie-Hélène, donc alors aujourd'hui on parle de quoi? Éducation, formation ou enseignement? Bonjour Élise et bonjour aux fidèles téléspectateurs. Et bien aujourd'hui on parle éducation Élise. Ça te va? Ça me va. Bon, bah, super. Alors tu sais qu'effectivement, voilà, c'est la période de fin d'année, mais en général avant de quitter l'école, ben, les enfants ils célèbrent dans leur école, en général, voilà, la fin de l'année, le fait que voilà ils ont terminé leur cursus et en général voilà c'est la période des fêtes des écoles. Oui, d'ailleurs, une très bonne chose de faire participer les élèves avec des activités justement artistiques. Souvent, c'est souvent des activités artistiques. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on le sait que durant toute l'année, il y a des projets de ce type-là qu'on appelle les fameux projets pédagogiques pour justement permettre aux enfants, comme tu l'as dit, de travailler un petit peu la discipline artistique. L'idée, c'est de leur faire apprendre des choses et puis de développer, on va dire, chez eux, des prédispositions peut-être à des travaux manuels ou à l'imaginaire, à voilà, toutes ces petites choses-là. Et justement, à la fin de l'année, de les mettre en valeur. Donc, ces techniques apprises leur serviront peut-être justement pour leur construction personnelle. Oui. Et puis, le travail en groupe est souvent bénéfique, l'esprit d'équipe pour le développement justement d'un enfant. Ah, c'est certain, Élisa. Et puis... Exactement, ça travaille la sociabilité et puis au niveau de l'artistique, comme ils travaillent le théâtre, ils vont donc se familiariser avec l'expression orale, avec aussi le fait d'apprendre un texte, donc ils vont travailler la mémoire. Ensuite avec la danse, ils vont mieux connaître leur corps, ils vont aussi apprendre à mieux se positionner dans l'espace. Et puis le dessin, tout ce qui est activité manuelle, voilà, va développer, on va dire, l'habileté et puis la dextérité aussi. Puis comme on l'a dit souvent, on l'a dit justement dans notre rubrique Job Éducation, en parlant du théâtre la dernière fois, ça permet justement de s'exprimer, travailler sa prestance justement devant les élèves, devant les camarades et puis devant notre professeur. Alors, où tu nous emmènes et à quel spectacle allons-nous découvrir? Donc, je voulais juste raconter un petit... Parce que j'ai eu l'occasion justement de participer au spectacle de mon fils. Ah oui. Donc, il est à l'école de Vallée du Tir, Anne-Marie Javoué. Donc, là-bas, tous les élèves étaient, on va dire, étaient contents. Toute l'année, ils ont, enfin, je veux dire, les derniers mois, ils ont préparé des danses. Par exemple, mon fils a dansé la Zumba. Ah, génial, c'est la mode, la Zumba. Moi, en tant que parent, j'étais étonnée, je ne savais pas qu'il dansait comme ça. Donc, du coup, voilà, ils se préparent, c'est la fin de l'année, ils sont contents parce qu'ils passent, ils font travailler leur imaginaire avec leurs professeurs. Tout à fait. Et justement, de les montrer devant les parents, c'est pour eux, c'est une joie. Ils sont ravis. Devant les spectacles. Ah oui. Et d'ailleurs, on n'imagine pas un parent qui ne serait pas présent quand même lors de la fête de fin d'année, c'est certain, c'est vrai. Et donc, moi, si tu veux, je t'emmènerai bien du côté de Thiéty, en fait, dans une école de tribu, du côté donc de Poindimier. Là-bas, si tu veux, l'intervenante, merci Élie, j'en perds mes mots, tellement j'ai hâte de te raconter tout ça. L'intervenante en langue païchi, elle a travaillé en fait avec les élèves sur la préparation, si tu veux, d'un conte. Donc un conte très célèbre ici au pays, le poulpe et le rat. Voilà, donc l'idée c'était de faire travailler les élèves sur la langue, qu'ils s'expriment en païchi. Donc ensuite, si tu veux, ils ont quand même travaillé un petit peu les activités, l'aspect manuel, puisqu'ils ont donc récupéré dans la nature des graines, des noix de coco, des feuilles, et avec tout cela, ils ont réalisé des accessoires en fait, pour se présenter un peu grimés, si tu veux, pour la prestation scénique. C'est vrai que les écoles des tribus ont plus de chance que les écoles de Nouméa pour trouver justement les graines, les feuilles. Et puis,
Pour parler justement du conte, travailler le conte à l'école est toujours intéressant. Il fait partie de notre patrimoine culturel. C'est certain. Et puis, du coup, lorsque l'enfant rentre à la maison, il peut échanger avec ses parents. Ça fait un sujet de discussion. Même le parent, ça lui permet aussi de réviser peut-être aussi ses classiques. C'est clair. Hein, donc, voilà, tout le monde y gagne. C'est un moment d'échange privilégié. Donc, c'est ça. Comme ça, ils apprennent justement la langue, langue de leurs parents, de l'endroit où ils sont nés. Et puis, tout en s'amusant. Exactement, Élise. Donc, sans plus tarder, je te propose qu'on les rejoigne du côté de Thiétié à la tribu. C'était à Poindimier, donc un reportage de Aurélie Chiron. Nous allons mettre en scène le conte du rat et de la poule sultane. Normalement, on dit le poulpe et le rat. Et comme il y a plusieurs versions, et voilà, je voulais faire sortir cette version. Normalement, on dit le poulpe et le rat, et là, on va dire la poule sultane et le rat. Donc, ça va interpeller les parents aussi par rapport à ce conte-là, parce que comme on ne compte plus à la maison, on ne raconte plus de contes. Et si les enfants ils vont raconter leur spectacle à leurs parents, mais peut-être que les parents ils vont avoir un tic, ils m'ont dit mais non, mais c'est le conte que je connais, c'est le poulpe et le rat et non la poule sultane et le rat. Les filles font les poules sultanes, les garçons font les filles. Ce conte il sort du livre des filles du rocher athée. Voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs contes, mais c'est des contes qu'on ne compte plus et que même mes parents ne savent pas. Et j'ai retrouvé ce livre et ça m'a plu. On le fait en langue parce que moi je suis enseignante en SK, langue et culture kanak, et ici dans ma région on parle le païti. Et voilà, c'est dans mes compétences à moi de faire ce conte-là. Ceci dit, il y a des enfants qui sont parlocuteurs et ça leur permet aussi d'apprendre des mots, même s'ils ne font pas de phrases, mais les mots, ou de les faire ressentir, même s'ils ne parlent pas la langue, mais c'est leur culture aussi. Voilà. C'est vrai que je parle la langue dans ce cours, mais quand je vois qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas ou qui, des fois je demande à un enfant de le traduire mes phrases en français, ou bien c'est moi qui interviens. Ça dépend de la situation ou dans laquelle on peut se mettre. C'est vrai qu'il y a des enfants qui parlent la langue à la maison, et je parle toujours par rapport à la structure syntaxique, c'est la phrase. Des fois, il y a des mots qui ne sont pas dans le même... Et surtout le lexique, le vocabulaire. Il y a beaucoup d'enfants, même s'ils parlent la langue, mais le lexique, il disparaît. Des fois, tu as des mots français qui viennent dans la phrase. Voilà. Comme on dit, c'est l'évolution. Mais voilà, c'est pour regarder aussi notre langue et surtout notre culture. Oui. Je veux que c'est eux qui construisent le conte à leur manière, à leur façon de voir ce conte-là. On a déjà étudié, on a vu comment ce conte a eu la trame du conte. Et je voulais que c'est les enfants qui mettent en scène, qui cherchent la mise en scène, qui cherchent les gestes et tout ça. Et même jusqu'à la fabrication d'instruments de musique. Et je voulais que c'est eux qui portent la réflexion sur ce... Et c'est vrai que ça a été difficile, ça a été dur, mais on a quand même si il n'est pas encore calé encore au vendredi, là je sens que le stress il est là, mais on a quand même fait, on est arrivé quoi. On fait les bracelets pour les pieds. Donc, je leur ai demandé, avec tous les éléments de la nature, on peut fabriquer des instruments de musique. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'on peut emmener là, pour notre spectacle, là, pour notre petite scénette, quoi. Et ils ont commencé à me dire des graines, les coquillages, comme dans le conte, il y a le coquillage, et puis il y a le goût de la mer et tout. Et voilà, eux, ils ont pu emmener des graines, des coquillages, même le motangué, je ne sais pas comment on dit en français cette feuille-là, c'est une petite fourgère. Les filles représentent la poule sultane et c'est les garçons
Et j'ai mis un garçon qui parle la langue pour le narrateur, celui qui va présenter. Et ensuite, pour le dialogue, c'est tout le monde qui parle. Donc, pour ceux qui sont non locuteurs au niveau du dialogue, ils vont répéter. J'ai un peu mélangé dans les groupes des locuteurs, non locuteurs, et pour pouvoir répéter après les locuteurs la phrase. Voilà. Et par rapport au dialogue, de notre petit théâtre, là, c'est les enfants qui ont mis au niveau de la phrase, tout ça, qu'on fait les dialogues, qui ont adapté à leur niveau. Donc, j'ai pas pris le dialogue qui était dans le texte, dans le conte, c'est un peu pour les grandes personnes, mais c'est eux qui ont adapté à leur niveau, à leur façon de parler, et puis moi, je corrige au niveau syntaxique. Le plus important, c'est que les enfants, là, ils ont quand même appris ce conte-là qu'ils pourront le raconter plus tard. C'est ça en plus l'importance. Voilà, donc la fête de l'école est un moment important, on va dire un moment agréable, surtout pour nous, pour les parents, donc pour les enfants aussi, donc une occasion pour nous de se rendre justement à l'école et puis de rencontrer les enseignants, mais surtout voir l'endroit où les élèves ont évolué toute l'année et ont appris des choses. C'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, lorsque un parent ne peut pas s'y rendre, il pense souvent à inviter quelqu'un de la famille. Hein. C'est important quand même que l'enfant, il ait quelqu'un de proche quand même, quelqu'un de sa famille qui soit présent, parce que pour eux, c'est un moment de joie intense pour montrer ce qu'ils ont préparé. Ils sont fiers de le montrer surtout. Exactement. Et puis voilà, c'est un moment de partage, tout le monde est heureux. Voilà. Et puis on clôture, si tu veux, un cycle d'enseignement en général, dans les écoles primaires. Donc c'est un moment qui est très important. Oui. Et puis les fêtes de fin d'année nous permettent aussi de garder des souvenirs de nos enfants. C'est l'occasion justement de prendre des photos, de les filmer, et puis de les montrer un peu plus grand. Moi, j'ai pas trop envie de regarder les photos quand j'étais petite, mais bon, j'espère que mon fils n'aura pas honte. Tu fais souvent, on peut se cacher, quand on regarde des photos, quand on est petit, on est un peu... moi j'ai un peu honte de montrer à mes copains, mais bon, on est des fois content de se voir et de savoir que les parents étaient là pour nous regarder. Moi je pense que c'est important quand même pour le parent et pour les parents en général. Oui, de garder ses souvenirs, parce qu'une fois adulte, c'est des moments de rigolade qu'on passe en famille avec les amis. Bon, c'est vrai que des fois ça peut un petit peu surprendre, mais c'est intéressant quand même de se voir lorsqu'on était petit. Tu te rappelles toi de tes souvenirs d'école? Moi je les ai revus en fait à travers les photos justement. C'est pour ça que je te dis que j'aime bien en fait le fait de conserver, si tu veux, ces moments-là, grâce à la photo ou grâce à la vidéo, parce qu'après, on en rigole, et puis de se voir déguisé en tel personnage, voilà, ça fait sourire, quoi. Merci Marie-Hélène de nous avoir emmenés à Tieti et puis de nous avoir fait vivre justement ce petit moment de fête et puis de fin d'année à l'école du Tieti. Avec grand plaisir, Élise. Bonne journée à toi et bonne journée à vous. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, donc NCTV vous permet de gagner beaucoup de cadeaux. Donc suivez, soyez calés sur notre chaîne. Au revoir à tous.